Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans ce nouveau format découverte. Suite au dernier numéro dédié au Space Opera, cette fois-ci nous allons nous attarder sur un tout nouveau sujet, les super-héros. Alors comme précédemment, nous allons traiter de séries plus ou moins connues. Nous n'allons donc pas ici reparler de séries comme Lois et Clark, l'Incroyable Hulk, Batman ou encore les séries Marvel que nous avons déjà pu traiter ailleurs. Nous allons vous présenter 4 séries télévisées, vous faire un rapide synopsis de ces séries et vous présenter à la fois leurs points forts et leurs points faibles. Vous retrouverez les timecodes dans la description ainsi que le chapitrage qui vous permettra d'accéder directement à l'une ou l'autre des séries que nous allons présenter. Pour commencer, nous allons tout de suite partir sur un petit résumé de ce genre. Le genre super-héros est un genre très représenté de nos jours, notamment au cinéma et à la télévision. La plupart du temps, il se définit par un héros qui porte un costume, qui peut être plus ou moins moulant, avec ou sans cape, et dont le but principal est de protéger les citoyens des différents dangers grâce à ses capacités hors du commun. Le tout, bien sûr, en essayant de vivre la vie la plus normale possible, sous une identité gardée secrète. Néanmoins, ce style peut être aussi plus terre-à-terre, avec des personnages dotés de super-pouvoirs, mais qui n'ont pas forcément l'apparence super-héroïque qu'on leur accorde habituellement. Commençons par la série Mutant X, diffusée de 2001 à 2004 dans la trilogie du samedi, notamment en France. Elle est de Avi Arad, très connue aujourd'hui pour la plupart des productions cinématographiques Marvel. Elle compte 66 épisodes répartis en 3 saisons. On y retrouvera au casting John Shea, connu notamment pour son rôle de Lex Luthor dans la série Lois et Clark, Victoria Pratt, qui a été aperçue dans la série Xena, Victor Webster, très connu pour son rôle dans la série Continuum, ou encore Forbes Marsh, Lorraine Lee Smith et Karen Clich. Cette série met en scène un groupe de jeunes hommes et jeunes femmes dotés de pouvoirs extraordinaires. On y retrouve Jesse, qui est capable de modifier la densité de son corps, soit l'augmenter pour devenir extrêmement résistant, soit la diminuer au point de devenir intangible. Shalimar, qui a des capacités empruntées aux félins, comme l'agilité et la force, ainsi que des sens très développés et une capacité de guérison renforcée. Les nouveaux venus sont Emma, qui est télépathe, et Brennan, qui est capable de générer de l'électricité lui permettant de se propulser dans les airs. Avec le scientifique Adam Kane qui les a réunis, ils forment Mutant X. Ce dernier travaillait en tant que généticien en chef pour un groupe gouvernemental secret du nom de Génome X, ayant fait des expériences de manipulation génétique sur des enfants. Il cherche tant bien que mal à expier ses erreurs, et pour cela il essaye de retrouver chacun d'eux afin de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs et ainsi de s'intégrer dans le monde pour réparer ses erreurs passées. A l'inverse, son ancien acolyte Mason Eckhart dirige l'ASG, l'agence de sécurité génétique, qui les recherche car les considère comme des aberrations qui doivent être éliminées. Pour les points forts, tout d'abord, on a la présence de l'acteur John Shea, notamment connu pour son rôle de Lex Luthor dans la série Lois et Clark, qui ici est un très bon atout pour la série grâce à son charisme et à sa performance d'acteur. Ensuite, on a un côté très proche de X-Men dans le style, parce que là on a des jeunes à pouvoir qui sont recrutés un peu partout à travers le monde, qui sont recherchés pour les aider à comprendre leurs pouvoirs et à vivre avec. C'est d'autant plus renforcé avec le duo Brennan et Emma, qui ici fait beaucoup écho au duo Logan-Malicia qu'on a dans le premier film X-Men. On sent également beaucoup l'influence du film Matrix, dans le pilote notamment, que ce soit au niveau du look de Brennan, qui porte un grand manteau noir, on a des ralentis aussi dans la scène de la banque, la musique se rapproche beaucoup de celle qu'on a aussi dans le film Matrix. On a également des effets de transition entre les scènes qui sont proches, la colorimétrie qui tend un peu plus vers le vert, et on a même un système de plot de contrôle placé derrière la nuque. Côté point faible, les décors de la série peuvent paraître parfois très vides. C'est notamment dans le cas de l'épisode pilote, où on peut avoir plusieurs scènes d'action, notamment une scène se déroulant dans un aéroport où le nombre de figurants présentés est vraiment très faible. On a aussi l'impression de suivre des protagonistes qui sont déconnectés de la réalité. Ils semblent évoluer dans leur propre monde sans interaction réelle avec le monde, avec la société qui les entoure. Mutant X a aussi certains effets spéciaux qui peuvent paraître synthétiques ou ne sont pas très spectaculaires par rapport aux standards actuels parce que ça a été tourné au début des années 2000.
L'ordre de présentation des épisodes dans les coffrets de DVD français est assez hallucinant. On ne respecte pas du tout l'ordre de production des épisodes. Enfin, la série a été annulée suite au rachat de la société de production, alors même qu'une saison 4 était prévue, et finalement, Mutant X s'arrête par un cliffhanger sans conclusion. Passons maintenant à No Ordinary Family, qui a été diffusée entre 2010 et 2011 sur ABC. C'est une série créée par Greg Berlanti, à qui on doit les séries du Arrowverse. Elle n'a malheureusement duré qu'une seule saison, répartie sur 20 épisodes. On y retrouve plusieurs visages connus, Michael Chiklis de The Shield ou des films des 4 Fantastiques, Julie Benz, qu'on a pu voir dans Buffy ou Dexter, Kate Baker, Jimmy Bennett, Stephen Collins, connu pour son rôle dans Star Trek le film ou celui du Révérend dans la série 7 à la maison, et Romany Malco. Dans cette série, nous suivons la famille Powell, une famille comme les autres, avec le père Jim, dessinateur de portraits robots pour la police, Stéphanie, la mère qui travaille comme scientifique à Global Tech, une entreprise de recherche pharmaceutique, et leurs 2 enfants, Daphné l'aîné et JJ le cadet, tous les 2 au lycée. Enfin, tout ça, c'était sans compter sur un accident d'avion qui survient alors qu'ils survolent le Brésil pour leurs vacances. Bien que leur avion s'écrase dans un lac de la forêt amazonienne, ils s'en sortent miraculeusement. Soulagés d'être rentrés chez eux, ils vont alors découvrir tour à tour que pour une raison encore inexpliquée, chacun développe des pouvoirs surhumains. Le père acquiert une force et une invulnérabilité surhumaine. La mère peut désormais se déplacer à une vitesse supersonique, et concernant les enfants, l'aîné se découvre télépathe, tandis que le fils un peu cancre est maintenant capable de résoudre n'importe quelle équation de tête, et ce en quelques secondes. Ils vont alors devoir apprendre à maîtriser ces nouvelles capacités qui vont radicalement changer leur façon de vivre. Une femme avec un travail tellement prenant qu'elle n'avait plus réellement de vie de famille se retrouve à avoir plus de temps qu'elle n'en avait jamais rêvé. Un homme lassé de ne jamais pouvoir réellement aider la police à appréhender les malfrats avant qu'il ne soit trop tard peut désormais jouer les justiciers, épaulé de son ami George Sinclair, assistant du procureur. Une jeune fille qui a du mal à se faire aux mensonges et autres mesquineries du lycée est maintenant capable de dévoiler le vrai du faux et tous les non-dits de ses camarades de classe. Et pour finir, un garçon dépassé par toutes les connaissances qu'il doit apprendre s'il veut rester au niveau et ne pas finir en classe de rattrapage, obtient l'accès aux parties de son cerveau qu'il ne pensait jamais exploiter. Tout ceci sera le petit coup de pouce qui manquait à cette famille pour reforger les liens qui les unissaient avant que le train-train ne s'installe. Et ce sera bien nécessaire pour faire face aux problèmes qu'ils vont rencontrer, car le docteur Dayton King, patron de Stéphanie, ne semble pas être si innocent que cela. Alors cette série a tout un ensemble de points positifs. On y retrouve l'ambiance très indestructible, avec cette famille dotée de super pouvoirs, dont 2 pouvoirs peuvent faire penser aux indestructibles, la super vitesse ou la super force. Il y a aussi un petit côté les 4 Fantastiques, renforcé par bien sûr la présence de l'acteur qui jouait Ben Grimm dans les 4 Fantastiques et qui joue ici le rôle du père, Jim. L'obtention des pouvoirs qui se fait lors d'un voyage durant lequel ils seront exposés à un élément non identifié. Les effets spéciaux sont également très convaincants, avec des rendus particulièrement intéressants pour ces différents super-pouvoirs. Et on y retrouve bien sûr les prémices de la série The Flash, que Greg Berlanti créera quelques années plus tard. D'ailleurs, pour l'anecdote, Kate Panabaker, qui joue la fille, est la petite sœur de Daniel Panabaker, qui jouera Caitlin Snow. Concernant les points faibles, tout d'abord, on a malheureusement l'annulation de la série faute d'audience après une saison seulement. On a aussi un côté très ado en pleine crise, avec les 2 enfants, qui peut se retrouver assez lassant à la longue. On a quelques situations qui aussi ne sont pas forcément très crédibles, comme Jim, le père qui arrête des balles à main nue, certes grâce à sa super force, mais qui en soi n'a pas la rapidité nécessaire pour pouvoir les suivre du regard. Et enfin, on sent aussi un léger manque d'ambition, aussi bien dans le scénario et les intrigues. Passons maintenant à la série The Cape, diffusée en 2011 sur NBC, créée par Tom Wheeler. Elle est composée de 10 épisodes pour une saison seulement. On y retrouve David Lyons, Keith David, Summer Glau, bien connu pour son rôle dans Firefly et The Sarah Connor Chronicles, Jennifer Ferrin, James Frain et Dorian Messick.
Nous suivons l'histoire de Vince Faraday, policier dans la ville de Palm City située en Californie. Il y vit paisiblement avec sa femme Dana et leur fils Trip, à qui il lit tous les soirs, avant d'aller dormir, les récits du super-héros de comics The Cape. Déterminé à réduire la corruption qui ronge la ville, il veut plus que tout faire tomber le criminel prénommé Chase, qui augmente de plus en plus son emprise sur la cité. Ayant survécu de justesse à un attentat, lui indiquant qu'il se rapproche de plus en plus de sa capture, il va être entraîné dans un piège, visant à faire croire à tout le monde que c'est lui derrière le masque de Chase. Il réussira à s'enfuir, mais non sans difficulté, dans une immense explosion. Il sera sauvé de justesse par une troupe de cirque à la morale plutôt vacillante. Comprenant qu'il a été trahi par Marty Voigt, son partenaire et meilleur ami, il va alors profiter de sa mort présumée pour agir dans l'ombre. Inspiré par le héros de BD de son fils, avec l'aide de Max Malini, chef du cirque du crime et ses compagnons, il va s'entraîner afin d'acquérir toutes les aptitudes nécessaires à faire de lui le justicier qu'il veut devenir. Ainsi, il va maîtriser l'art de la disparition, l'hypnose, ainsi que bien évidemment la manipulation d'une cape en soie d'araignée, étirable et rétractable ayant appartenu à un célèbre magicien. Il croisera la route d'une jeune hackeuse, se faisant appeler Orwell, qui semble elle aussi avoir ses raisons de vouloir à tout prix faire tomber le chef de la pègre. Ainsi, elle assistera notre héros, installé derrière ses ordinateurs high-tech pour le guider dans sa quête de justice. Pour ce qui est des points forts, tout d'abord, on a le style très comics, aussi bien dans le générique que dans les effets de transition entre les scènes, ou bien même le système de chapitrage. C'est un style qu'on a pu retrouver dans d'autres séries comme iZombie par exemple. Autre point fort, le look du personnage, qu'on sent très inspiré de Batman, aussi bien dans son costume que dans ses techniques de disparition via fumigène, ou bien d'autres utilisations de gadgets, mais où ici, à la place d'un Bruce Wayne, on aurait pu avoir Jim Gordon qui serait devenu un justicier. Les autres points communs se retrouvent dans la ville, qui est très corrompue. On a un cirque du crime qui peut beaucoup rappeler le gang du Joker, ou bien on a Orwell qui épaule le héros tel que le fait Oracle avec Batman. Et autre point positif, on a un côté très le fugitif dans cette série, avec la quête d'un héros qui veut à tout prix faire blanchir son nom afin de retrouver sa vie et sa famille. Alors côté point faible, malheureusement c'est encore une série éphémère. Elle s'est arrêtée après une seule saison. Les effets spéciaux peuvent paraître aussi inégaux, notamment lorsqu'on voit la cape qui est déployée, on ressent que c'est une image de synthèse. Et enfin, les personnages principaux peuvent paraître parfois un peu trop clichés, notamment le méchant qui apparaît dans l'épisode pilote et qui est tout de suite identifié comme tel, malgré le suspense qu'essaye de mettre en place l'intrigue. Terminons par la série Alpha, diffusée entre 2011 et 2012 sur Sci-Fi. La série a été créée par Michael Carno et Zach Penn, le célèbre scénariste d'Hollywood qui a travaillé notamment sur Last Action Hero, X-Men ou L'incroyable Hulk de Louis Leterrier. La série a duré 25 épisodes en 2 saisons. On y retrouve certains visages connus tels que David Strathairn de The Expanse, Azida Ghanizada, Ryan Cartwright de Bones, Warren Christie qui a joué dans Batwoman, Malik Yoba, Laura Menel qui a été vue dans Evan Van Helsing et Batwoman. Le docteur Lee Rosen a découvert que certains humains ont développé de nouvelles capacités surhumaines. Ces personnes sont appelées Alpha, et avec l'aide d'un petit groupe d'entre eux, il intervient sur des affaires que la police n'arrive pas à gérer, souvent liées à l'intervention d'autres Alpha. Cette section secrète du gouvernement, appelée DCIS, est composée de Bill Harken, ancien agent du FBI capable d'augmenter son taux d'adrénaline à un niveau d'intensité tel que cela lui procure une force et une vitesse surhumaine ainsi qu'une grande résistance. Mais cela a un fort contre-coup, l'affaiblissant très vite. Nina Theroux a la capacité, elle, d'influencer les personnes en leur parlant. Elle a néanmoins besoin d'avoir un contact visuel avec sa cible, et certaines personnes dont le cerveau fonctionne différemment peuvent y être immunisées. C'est le cas de Gary Bell, un jeune autiste qui peut voir et interagir avec les ondes électromagnétiques, lui donnant ainsi accès à la quasi-totalité des flux téléphoniques, radio, télévisuels et d'Internet. Rachel Pirzard, elle, est une femme très réservée,
qui est capable d'hypersensibiliser l'un de ses sens en faisant abstraction des autres, ce qui lui permet ainsi de détecter les plus petites des particules, odeurs infimes et sons même très éloignés. Cependant, cet état de concentration l'isole totalement du monde qui l'entoure. Et enfin, Cameron X, ancien marine et joueur de baseball, qui est capable d'hyperkinésie, lui permettant ainsi d'avoir une précision parfaite, aussi bien sur ses lancers, utilisation d'armes à feu ou bien de déplacement. Au cours de leurs différentes enquêtes, ils seront amenés à croiser le chemin d'un groupe terroriste nommé Drapeau Rouge, qui milite pour la reconnaissance et l'indépendance des Alphas. Alors les points positifs d'Alpha. On est sur une série assez proche d'Heroes, avec des protagonistes qui ont développé des pouvoirs, des aptitudes suite à une évolution naturelle. Il y a aussi une quête, une recherche pour identifier les personnes ayant ces aptitudes. Et en ce sens, le personnage de Suresh et de Rosen peuvent se ressembler. Un autre point fort d'Alpha, c'est le côté très réaliste des pouvoirs. Chaque protagoniste a un pouvoir, on va dire, mesuré, modéré. Les protagonistes vont devoir s'associer pour combattre les ennemis. Il y a une très bonne complémentarité dans leur utilisation en équipe. On est aussi sur des protagonistes très attachants. Chacun a sa faille, sa faiblesse. On a un personnage victime d'autisme, un autre qui a des problèmes d'agressivité, d'agoraphobie. Bref, c'est une série très, très humaine. Et enfin, ces personnages sont confrontés à des problèmes de la vie quotidienne. Par exemple, dans l'épisode pilote, les personnages sont amenés à se déplacer sur une scène de crime et ils vont avoir des difficultés à payer le parc-mètre pour garer leur monospace. Pour ce qui est des points faibles, eh bien, malheureusement, on a une série qui a été annulée au bout de 2 saisons et qui surtout laisse sur un cliffhanger vraiment très prenant, mais pour lequel on n'aura malheureusement aucune réponse. Ensuite, on a un fil rouge qui se veut déjà vu, puisque là on a un groupe d'extrémistes voulant absolument faire reconnaître les personnes ayant des pouvoirs, ce qui se rapproche un peu de ce qu'on a pu voir déjà dans X-Men avec la confrérie Magneto qui veut que les mutants se révèlent au monde et prennent le pouvoir. Et enfin, on a aussi la représentation justement des aptitudes de chacun, qui certes, ça peut se comprendre qu'elles se veulent assez réalistes, manquent parfois un peu de côté extraordinaire et se veulent un peu basiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire, à nous dire si vous aviez déjà vu ou non les séries que nous vous avons présentées, et nous donner votre avis sur celle qui vous a le plus intéressé. On se voit sur une prochaine vidéo. Salut. Salut.